Merci, mesdames les ministres, messieurs les parlementaires, chers amis, bonjour à tous. Les présentations précédentes nous ont rappelé, si besoin en était, l'urgence à agir en faveur du climat pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et compte tenu de la place que joue l'énergie dans ces émissions, il y a évidemment une responsabilité particulière de ce secteur et donc une nécessité de la transition énergétique. Alors, cette transition énergétique, la première chose que je voulais dire, si ça marche, c'était qu'elle est, elle est déjà une réalité. Elle est déjà en marche, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise. Ceux qui voudraient nier l'inéluctable, il se passe déjà des choses partout dans le monde, et évidemment en France. On le voit quand on parle d'énergie renouvelable, puisque c'est ça le premier élément de la transition énergétique, c'est une énergie plus durable. Et donc, en 2016, dans le monde, les investissements dans les énergies renouvelables ont représenté à peu près le double des investissements dans les énergies fossiles. Mais la transition énergétique, c'est aussi une énergie plus déconcentrée, une énergie plus locale. C'est penser différemment la façon dont on produit et dont on consomme l'énergie. Et quand on regarde en France, en 7 ans, on est passé de moins de 100 000 producteurs d'énergie raccordés au réseau de distribution à plus de 350 000 sites d'injection de production d'électricité. On a aussi une mobilisation des territoires qui est massive, avec, en France, là encore, ce qu'on a appelé les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Donc tous ces petits points verts sur des transparents qui ont encore disparu, mais qui, j'espère, vont revenir. Ah, voilà. C'est bizarre parce que je les vois... Voilà, tous les petits points qui, en fait, chez vous sont bleus. Ce sont des territoires qui se mobilisent. Et puis la transition énergétique, c'est aussi souvent une énergie qui est plus digitale, qui est plus numérique, où on va à la fois utiliser les opportunités que représente le numérique justement pour servir ses objectifs. Et là, on le voit également en France avec le développement de notre compteur communicant Linky. On a déjà plus de 3 millions de Français aujourd'hui qui disposent de ce compteur. On en aura plus de 5 millions, presque 6 à la fin de l'année. Et donc, le digital dans le numérique est là. Alors, ça, ce n'est qu'un début, ceci dit. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que doivent nous permettre les différents cadres juridiques, réglementaires, incitatifs qui sont posés à tous les niveaux, au niveau national, au niveau européen, mais aussi au niveau territorial. La loi de transition énergétique a été évoquée tout à l'heure par Olivier Falorni. Évidemment, c'était une grande étape. Elle a été déclinée dans 2 instruments opérationnels, la stratégie nationale bas carbone spécifiquement sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, et puis la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe pour la première programmation jusqu'en 2023 les orientations des pouvoirs publics sur l'énergie. Et récemment, le plan climat du gouvernement est venu encore compléter ses ambitions. D'ores et déjà, on voit des transformations qui sont à l'œuvre. Je veux l'illustrer avec simplement 2 choses. La première, c'est le développement de l'autoconsommation. On avait, jusqu'en 2014, un système dans lequel tous les producteurs d'énergie renouvelable, là je parle surtout de photovoltaïque et de petits producteurs, vendaient toute leur électricité sur le réseau, en totalité. On est passé aujourd'hui à un système dans lequel plus de la moitié de ces producteurs déclarent qu'ils vont autoconsommer au moins une partie de leur production. Donc en un peu plus de 2 ans, on a quasiment inversé la proportion. 76% des Français aujourd'hui disent qu'ils aimeraient produire leur propre électricité. Le cadre juridique qui a été mis en place sur l'autoconsommation leur permet de le faire et on voit que très rapidement, ils ont su s'emparer de ces nouvelles possibilités. La deuxième illustration de ces changements de pratique que je voulais donner, c'est sur ce qu'on appelle le financement participatif ou le financement local. L'idée que pour développer les énergies renouvelables, c'est intéressant que ce soit les acteurs du territoire, les citoyens, les collectivités qui participent au financement du projet. Ça permet sans doute qu'ils soient mieux écoutés dans la construction du projet et ça permet aussi qu'ils y voient un intérêt direct. Les Allemands, les Danois le font depuis longtemps, ça marche. En France, on ne le faisait
pas jusqu'à la loi de transition énergétique qui l'a rendu possible. Et donc on le fait maintenant dans tous nos appels d'offres. Et on voit là, on a alors 16% sur l'hydroélectricité, qui est un secteur un peu particulier, mais 40, 50, jusqu'à 67% des projets qui sont retenus, qui sont des projets avec ce financement local par les citoyens et par les collectivités des territoires. Donc un vrai changement de pratique, mais la nécessité d'aller encore plus loin. Et ça, c'est ce que décline la programmation pluriannuelle de l'énergie en appliquant la loi de transition énergétique. Donc voilà, on le voit là, il faut d'ici 2030, on ait réduit de 20% nos consommations d'énergie, de 30% nos consommations d'énergie fossile. Ça veut dire 23% sur le pétrole, 37% d'ambition de réduction de nos consommations de charbon. Ça veut dire qu'il faut qu'on atteigne 32% d'énergie renouvelable, 40% sur les énergies renouvelables électriques. Donc il faut, pour faire tout ça, encore renforcer nos actions. En particulier sur les énergies renouvelables électriques, le secteur est en croissance, ça c'est bien. On a dans la programmation pluriannuelle de l'énergie des objectifs où, en gros, il faut doubler le rythme annuel de développement à la fois du solaire et de l'éolien. Quand on regarde les projets qui sont dans les tuyaux, effectivement, on voit qu'on a des volumes qui sont assez significatifs, qui, s'ils se développent suffisamment vite, permettraient même de dépasser les objectifs de la PPE. Et ça, c'est l'effet de voilà, tout ce qui a été fait par les professionnels et par les pouvoirs publics pour simplifier les procédures, notamment mettre en place ce qu'on appelle un permis unique environnemental pour raccourcir les délais sur les appels d'offres. Là où on mettait quasiment 3 ans pour attribuer un appel d'offres il y a 3 ans, maintenant notre objectif c'est d'en mettre à peine plus d'un. Ceci dit, il reste encore à accélérer, il reste encore à faire émerger des projets toujours plus nombreux et toujours plus rapidement. Sur le solaire et sur le photovoltaïque, on a eu un effet de décalage, voilà, parce qu'il faut le temps que les projets soient sélectionnés et se construisent, mais la filière, je pense, repart bien. Sur l'éolien, on est encore très bloqué, retardé par la multiplicité des contentieux. Alors les 2 tiers au moins de ces contentieux sont gagnés par les développeurs éoliens, donc in fine les projets peuvent se faire, mais on a perdu énormément de temps, on a perdu énormément d'argent, et ça a été évoqué ce matin, le temps est essentiel dans la course que nous avons à mener contre le réchauffement climatique. Et là, quand on parle de contentieux, on parle aussi de mobilisation collective et effectivement de perception collective que nous avons du développement de ces énergies renouvelables. Tous ces progrès, ils sont aussi permis par la baisse du prix de production des énergies renouvelables. C'est une condition indispensable. Elle est largement au rendez-vous. On le voit ici en bas là, sur les chiffres qui ressortent de nos appels d'offres sur le solaire. On a eu simplement entre 2015 et 2017 entre 15 et 20% de baisse des prix. Et si on remonte simplement à 2011, donc c'est pas si loin, on a 60% de baisse des prix des projets qui sont sélectionnés en France dans le cadre des appels d'offres. Donc on parle de vrais projets, on parle pas de choses théoriques. Mais la transition, c'est pas que les énergies renouvelables, c'est aussi la consommation. Et donc la maîtrise des consommations, c'est le bâtiment. Donc là aussi, beaucoup de choses ont été faites, mais sans transparence, c'est pas grave, ça va plus vite. Mais il y a encore besoin d'accélérer. On a aujourd'hui des expérimentations qui sont en cours, par exemple, sur comment prendre en compte dans la réglementation à la fois la baisse des consommations, le bâtiment à énergie positive, et la baisse des émissions. Ce sera une voie importante pour l'avenir. On a aussi des outils qui vont être renforcés, comme les certificats d'économie d'énergie que connaît bien Myriam, avec un doublement
des objectifs pour la période à venir sur les certificats. On a du travail qui a été terminé sur ce qu'on appelle les travaux embarqués. Donc on oblige à faire une rénovation énergétique, par exemple d'une façade quand on rénove sa façade, on oblige à isoler son toit quand on change sa toiture. Ça, ce sont des textes qui ont été publiés. Donc, tout ça, ça doit donner une dynamique, mais il faut encore renforcer les actions et en particulier mobiliser les consommateurs, les citoyens, ceux qui consomment cette énergie. Là encore, prendre conscience, comment est-ce qu'on fait prendre conscience aux Français? Quand on parle de rénovation énergétique, on parle souvent beaucoup d'argent, mais quand on regarde bien, les Français dépensent aujourd'hui 4 fois plus d'argent pour améliorer leur logement, dans tous les sens du terme, pas l'acheter, hein, juste l'améliorer, 4 fois plus d'argent que ce qui serait nécessaire pour faire la rénovation énergétique. Donc c'est bien une question de prise de conscience et de mobilisation collective. Évidemment, les initiatives territoriales en la matière sont essentielles. Il y a 450 plateformes de rénovation territoriale aujourd'hui sur le territoire qui poussent dans ce sens-là. Mais voilà, il faut faire encore plus. Il faut aussi faire encore plus sur le transport, mais je passe vite parce que je pense que le compteur tourne. Bon, voilà, donc je m'arrête sur le transport, mais c'est un peu la même chose. On a fait beaucoup de choses, le véhicule électrique notamment se développe, les bornes se développent, mais ça ne va pas assez vite, et donc il faut accélérer. Et pour finir, je voulais juste réinsister sur une chose, un élément de cadrage de cette transition énergétique. Vous allez aborder de toute façon tous les sujets beaucoup plus en détail pendant ces 2 jours. C'est la question de la croissance et de l'emploi. Certains voudraient toujours nous faire croire que la transition énergétique, c'est la décroissance, c'est contraire à l'intérêt économique des pays, etc. Ce n'est évidemment pas vrai. On l'a quantifié de façon très précise pour la programmation pluriannuelle de l'énergie avec une analyse d'impact macroéconomique qui montre 1% de PIB en plus, 280 000 emplois en plus, 32 milliards de revenus disponibles en plus pour les ménages. On voit déjà aujourd'hui la dynamique de croissance des emplois dans certains secteurs comme l'éolien. En France, on la voit aussi dans le monde. On a aujourd'hui presque 10 millions de personnes dans le monde qui travaillent pour les énergies renouvelables avec un doublement dans les dernières années. Voilà, donc non seulement on a besoin de faire cette transition pour répondre à nos objectifs climatiques, on a aussi besoin de la faire pour répondre aux aspirations de nos populations qui ont envie de produire leur énergie, qui ont envie de maîtriser leur consommation d'énergie, mais on a aussi intérêt à la faire d'un point de vue économique pour apporter de la croissance et de l'emploi. Merci beaucoup.